Comme il y a eu, vous l'avez constaté, une petite évolution dans le programme, nous allons commencer, afin de ne pas vous priver de votre déjeuner, et que les autres panélistes qui le souhaitent nous rejoignent. Mais, Excellence. Je vais assumer mon rôle. Voilà, je pense que j'ai compris qu'on allait réduire à 1 heure, n'est-ce pas? Voilà. 1h15. Très bien. On va faire marcher la montre pour tenir, bien regarder. Je crois que le mieux, je ne vais pas représenter de nouveau les personnes qui sont fait il y a un instant, mais je crois que je peux commencer en donnant la parole à ceux qui sont prévus aujourd'hui pour cette table ronde. Pour gagner du temps, je ne ferai pas, je dirais, de préambule. Je me réserverai peut-être la possibilité à la fin de faire une petite conclusion. Voilà, donc Léa, c'est à toi, hein, c'est à toi de commencer. Je suis en train d'essayer de faire un petit calcul rapide pour voir combien de temps je vais te donner, puisqu'on a 60 plus 10, disons, 80. Ça ne tombe pas juste, hein, divisé par 6, 80, alors disons 10 minutes, hein, avec une petite marge. Hein. Voilà. Je prends ça. Des formations professionnelles d'anciennes speechwriters, je vais essayer de faire moins. Merci à tous, merci à nos hôtes, merci à André Azoulay, aux partenaires universitaires. Il marche le micro. Il faut crier. C'est bon. C'est bon? C'est mieux? Oui. Merci de nous accueillir dans cet endroit, dans votre si beau pays et dans ce si beau musée où la lumière d'Aladin et l'eau se retrouvent. Et donc je pense que ce sont deux symboles très puissants et constructifs. Il n'y a pas d'ennemi héréditaire. C'est une affirmation qui peut paraître un peu surprenante de la part d'un des plus jeunes rescapés d'Auschwitz, de Dachau et de Majdanek. Et c'est pourtant un des principes essentiels que m'a inculqué mon père, qui, malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a perdu, a toujours cru que l'humanité n'est pas condamnée à un comportement fratricide et a maintenu une foi profonde en l'humanité. Mais nous le constatons aujourd'hui, l'humanité a la mémoire curieusement courte. 70 ans après la Shoah, alors que s'éteignent petit à petit les derniers témoins directs, le monde est à nouveau terriblement déboussolé. Face à cette montée de l'intolérance, le vivre ensemble, comme on l'appelle, est devenu un enjeu essentiel de nos sociétés. Hélas, il n'est pas évident de contrer l'extrémisme là où la religion est instrumentalisée à des fins politiques. Et c'est pour cela que le projet Aladin revendique son devoir de vigilance. Sa vocation à enseigner les leçons de l'histoire afin de mieux comprendre et de mieux combattre les racines de toutes les haines qui bouillonnent aujourd'hui. De mettre en garde les générations futures de toute race, couleur et croyance, et particulièrement ceux qui prient le même Dieu abrahamique, que le fanatisme et la violence qui se répandent peuvent détruire leur univers comme ils ont détruit celui de nos parents. Et je regarde Michel qui partage cette douleur avec moi. Et là, le message est universel. C'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que nous sommes ici. Il s'agit de transmettre la mémoire, mais sans se cantonner à pleurer les morts. Il faut surtout alerter les vivants contre les nouvelles catastrophes qui nous guettent tous. C'est en étudiant le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'humanité que nous pourrons mieux comprendre et mieux combattre les racines de toutes ces haines qui bouillonnent aujourd'hui.
Nous avons donc là une mission essentielle et malgré tout, nous restons optimistes car nous n'avons tout simplement pas le choix. Ceux qui s'intéressent à l'histoire savent qu'elle n'évolue pas de manière linéaire. Je suis américaine, je vis la période actuelle avec une grande douleur et une grande angoisse, mais je garde une foi en mon pays, en ses institutions et en l'humanité. Alors aujourd'hui, alors que de gros nuages assombrissent le ciel, c'est à nous, tous ici, de nous engager à être vigilants, à ne pas succomber à la peur ni à la haine, et à croire qu'en travaillant main dans la main, décideurs politiques, forces de la société civile peuvent frayer un chemin de rapprochement et de réconciliation pour construire ensemble un avenir commun un petit peu plus harmonieux. Ce chemin, mes amis, passe par l'éducation. Et c'est pour ça que nous sommes là. Merci. Merci. Je pense que nous allons passer tout de suite donc, au deuxième intervenant. Et c'est pas gagnant. C'est comme si. Alors, le deuxième, c'est M. Michel Friedman. Je m'excuse de ne pas parler en français, c'est pas ma langue maternelle. Je m'excuse de ne pas parler de la France et du Maroc. Je pense qu'il faut parler d'une question universelle, humaine. Everybody is somewhere a minority. I'm a child from Holocaust survivors. I learned in my life, nowhere in this world, a child is not born as racist. A child is not born as anti-Semitic. A child is not born with hate and violence. A child is born curious, open-minded, empathetic, with love. Adults, parents, teachers, politicians are responsible for the development of children. And every new generation is a challenge, but at the same time a chance to make this world a better place. And you, the students who are here in the room, you will be responsible, you are responsible, for that's what's going on today in this world. I am old. I represent the past, with a little bit of memory for the present. But I'm here for you, the students. You are these ones who will decide how the world will be. We can teach youngsters that respect and dignity always go together and are not to be separated. We are capable of fighting against hate and its consequences to stop racist movements and to make everybody learn how to behave in a socially accepted way. And I want to add, it's not only a moral question. It is in our own interest, being humans, regardless of religion and morality and ethics. It's in our interest to find a way how we are capable of living together in a reasonable way. There is no identity without history, but the question is deeper. Is there only one identity? Or do we have as human beings several identities? More than one identity. A religious one, perhaps. Male, female, perhaps. Intellectual or not, perhaps. And perhaps we have a lot of identities in ourselves. And we are afraid about the conflict of these identities in ourselves. But again, history is at the same time an essential element of family history and common national, religious, political history.
We are describing this as cultural memory in the cultural sciences. Who has not had the experience? Where did you learn history, if not at home with your parents and grandparents? They told you the first stories of history. But it's also always combined with the history of your nation. This memory is always subjective and objective and leaves its marks. At the same time, we all are influenced by the political, cultural, ideological interpretation of history. Even now, when in this room, we are interpreting history. That's why human beings, especially young children, need a high-leveled, reflected, qualified education, not only in history. Education means, and that's the starting point, knowledge. And we talked about that question. Information and knowledge. There are, even though we are living in a time where politicians are denying this, there are facts in this world. And the first manipulation and propaganda of these ones who wants to lie on us is that they are saying there are not facts, and the facts they don't like are fake facts. But the second point, and this is the human being, is to understand facts. A pluralistic reflection of these facts and the understanding, that's how awareness and conscience is created. The way how we are classifying historical events in our present times reflect our moral standards of today. We know how ideologists, dictators, and fundamentalists are misusing the storytelling of historical events and try to manipulate these events for their interests today. And yes, we are living in a time in which, again, religions are represented by people who are misusing religion, who are misusing the prejudices and try to win young people for hate, for terrorism, and for war. History does not recur, but what recurs is the structure, the development, and the steps how historical events occur. One of the most important lessons of history and of teaching history is to explain to the young generation that it is never only about the final chapter in history, but about the beginnings which are leading to this final chapter. And yes, indeed, that's why we are not only talking about Auschwitz, but let's talk about the Shoah. The majority of humans would always stick to the fact that they had been and still are against the mass determination of the Jewish people in Auschwitz. But have they therefore also been against the starting points of violence? To learn from history means to ask, where does violence and murdering start? Did violence against Jews start when the train drivers brought Jewish people to Auschwitz? Did violence against human beings start when Nazis were meeting at the Wannsee Conference to decide on the murdering of Jewish people? Or did violence start 80 years ago only, on the 9th of November, when all over Germany synagogues, places of worship, were burned and millions of people watched about doing anything? Or did murdering of human beings start when the German parliament decided in favor of the racial laws in which it had been stipulated that marriage with Jews had to be dissolved, and judges sentenced like that with the argument that these are the laws? But one of the lessons is, inhuman laws are never a justification for inhuman decisions. A dictatorship excludes justice and rights, like today. And this justice is never independent. It is an instrument of the power
in the countries. And that's today the same. Or did the violence against human beings start when Adolf Hitler was elected democratically? And this is also a question for today. A democratically elected party doesn't mean that the party is democratic. And we have a problem in Europe, again, and not only in Europe, to judge if the fact that a party is democratically elected means at the same time that it is a democratic party. That's what we have to learn from history. You will ask me, why should children learn about this? Which conception of the man is the foundation of our conscience and upper behavior? The most important lesson I've learned regarding the Holocaust is that from the moment you make the human being an object and not a subject, you deny his personhood, and the consequence is that every civilization is destroyed. 70 years ago, more than 150 countries decided in favor of the Human Rights Declaration of the UN. Human beings are subjects, equal. The human dignity is inviolable. Religious, sexual, ethnic, and other discrimination is forbidden. Theory. Conflicts have to be solved by negotiations and peace processes and not by aggressions and wars. Theory. The fundament of a peaceful life between individual, religion, and states is respect. Theory. Cooperation instead of confrontation. Pluralism. Inclusion instead of exclusion. Theory. The Jewish theater writer George Tabori summarized these ideas into one sentence, and this is art. Everybody is someone. That is what history about the Holocaust taught us. This is the principal question which is connected to the Shoah, where the Nazis decided that Jews are no one. In the 30s of the last century, people were decided that not everybody is somebody, but that some are nobody. This decision was the starting point of hate and violence. And today, is everybody someone? Are we fighting that everybody is someone in our societies? Are women as respected as men? And who is deciding who is respected? What about homosexuals and others? How do we behave? Theory? At which point, and this is the crucial question we learned from the Holocaust, at which point does violence start today? How many starting points recurred in our families, at work, in a football club? How many times did we see racism in our everyday life, and how many times did we not react to it and even got used to it? How many times did we participate in arsenal poison and did not react to it, and are therefore accomplices? Because again, we have allowed violence without reacting to it. We are living in a new time where the digital revolution is a reality. Digital hate is the new challenge of everybody who is fighting against discrimination, xenophobia, and racism. Anonymously, hate is sent through the whole world, globally. Do we think about that? What are our answers to that? One of the lessons we can teach from the Holocaust to young human beings is that where verbal hate appears, there is a crucial starting point of violence. Did you interfere? Do we interfere? To do nothing. To do nothing means to do something. To be responsible for the next level of violence, also in ourselves. We have to motivate youngsters to interfere, but who are we to motivate?
Let me tell you about my family history. More than 50 members of my family were killed during the Second World War. Their crime was to be Jewish. They had the wrong religion. There are parts in the word where the crime is to be Muslim. There are parts in this word where the crime is to be Christian. There are a lot of parts in this word where the crime is to be a woman. There are parts in this word where the crime is, I want to say what I believe in. There are parts in this word where dictators, as usual, are committing their crimes, and there are parts of this world where double standards, also in conferences like ours, are a daily experience. My late mother, my father and grandmother survived. They were rescued by Oskar Schindler, a German. He interrupted the advanced beginnings of violence. In 1942, he rescued hundreds of people from the determination Auschwitz. If somebody and something had been done in 1941, in 1940, in 1939, in 1938, in 1937, in 1936, 35, 34, 33, Schindler's heroic deed would not have been required, and Auschwitz would have never existed. It was not an automatism. Nothing in history is an automatism, and everybody who is surprised about such a thing surprised me. We can decide for humanity and against hate. We can act. We can decide for empathy and solidarity instead of for indifference and violence. And we are responsible for our decisions. Not to react means to react. This is also one of the lessons of the Shoah. Oskar Schindler is the living proof that we can change something if we want to, and if we don't want to help and to involve ourselves, we don't and we won't change anything. It is written in the Talmud that who rescues one human being is rescuing the whole world. It is always the first step. Your neighbor, your father, your mother, the persons you are studying with, your teacher perhaps, who is courageous and is saying things that the system doesn't allow and want to. Fact is that today we are still confronted with hate, anti-Semitism. Fact is that even though the Shoah is unique, the way how hate is growing and entering into our societies is the same one. I have learned something from history, and it would motivate us to contradict the beginnings of violence. This is the way how we are having to react. So how can we encourage young people that they don't follow the radical, the agitators and the demagogues, but those who want to create bridges in this world, open-mindedness and curiosity, how others are living? How can we teach them that they don't have to love each other? That's not the point. The point is to respect each other and to understand that every human being is as precious as the other one. I was a little boy when I got to know Oskar Schindler. Very often at Shabbat evening, he came to our house. He was the guest of honor of my bar mitzvah. I remember he stood side by side with my parents and my late grandmother, who he had rescued. This picture is something I will never forget. I tried to teach the students, the adults, and this was my lesson, that everybody is somebody. And
that we can if we want. And if we didn't want. And the responsibility is the same. That's what I've learned from history. Thank you. Thank you, Professor Friedman, for this moving, but at the same time, it's a very, very important message to all of us. Thank you very much. La parole maintenant est à Monsieur Stephen Katz. Thank you. Because of the time factor, I'm just going to try to limit myself to a few remarks, especially aimed at talking about what I was asked to talk about, which is the clash of civilizations in a Muslim country like Morocco. I would begin by saying that it's a good question if Holocaust education can mediate, in some way influence, lessen the clash of civilizations, and I think the answer is yes. Holocaust education can serve that purpose. I would begin by arguing that the need for such education, quite aside from questions of Jewish-Muslim relations and the clash of civilizations, is both a historical necessity and a sign of respect for the truth. The Holocaust happened and has lessons to teach that transcend individual cultures. Denying and relativizing the Holocaust is not only factually false, but also contributes to a misperception of social and political reality more generally. Reality is what it is. It is not something else. Denying the Holocaust, for example, as Iran did, is a colossal folly with serious negative consequences for Iran. Whatever one's personal and collective commitments, trying to ignore, to reimagine, to falsify, or deny what has happened, especially in today's increasingly globalized world, is an unhealthy basis for cultural and political life. Misinformation can never be, over time, can never serve the general good in any sense, even undermining those things that one holds valuable. Misinformation and this misunderstanding, which creates myths that are illusions, have a direct effect on one's perception of all of reality. The clash of civilizations is, at least in part, the result of the creation of another who is part myth and part reality. And only when well-informed truth-telling can we end the inherent distortion entailed in this grand but erroneous historical folly. Here I would add that the requirements to know the truth and to tell the truth is today nowhere more necessary than in the arena of public education. I would also point out that this is not something that's Pollyannish. It should be pointed out that the world across civilization recognizes universal values. The capacity of the world community since the end of World War II and in light of the Holocaust to agree on such universal declarations as the Universal Convention on Genocide, the Human Rights Convention, the Crucial Convention on the Right to Intervene, recent judgments of the International Court of Justice and other international bodies on rape and crimes against women, all speak to the existence of fundamental values that cut across the particularities of individual civilizations. The key issue of universal versus particular moral values is strikingly addressed in these international compacts and must not be forgotten or ignored when one posits the clash of civilizations. Secondly, I need to point out, as is too often not done, that in discussing the clash of civilizations, it must be understood that most civilizations today are not monolithic, and the clash of civilizations occurs not only between cultures and civilizations, but within them. Here in particular, I want to observe that it should not be
misunderstood that the Islamic world is monolithic. The collision between Shiites and Sunnis, for instance, now horrifyingly played out in the conflict of Yemen, is one striking example of the division. A second example is represented in the last decade by the suicide bombings in Pakistan, where Shiites are killed on their special holy days. A third example can be seen in the Ahmadi mosques that are blown up as heretical in Indonesia. Thus, the clash may exist in some parts of the Muslim world and not in others, or at least not intensively. That is to say, Muslim fundamentalists like ISIS and Al-Qaeda and the mullahs in Iran, who see the West as the enemy, are not the only Muslim voice that we should listen to. There are also many places in the Muslim world where there is a perspective that is liberal. In Senegal, in Azerbaijan, in parts of Asia, in Muslim communities, in some places in Europe, and of course here in Morocco. The binary reality has a history in the years of World War II. In Morocco and other Muslim states, there were leaders who sought to oppose Nazism and protect Jews, while other leaders, like the Grand Mufti of Jerusalem, al-Husseini, went to Berlin to conspire with Hitler on the final solution. Those of us who are not Muslim, who would oppose ISIS, the Muslim Brotherhood, and Al-Qaeda, need to become knowledgeable about this crucial internal conflict, both past and present, within the Muslim world. And we need to lend our weight to the liberal forces in this struggle. It needs also to be noted that the past few decades, what has occurred is not a war between separate and distinct civilizations, but rather a jumble of odd alliances and interventions that bring together different civilizational partners. So the West interfered in Bosnia to defend Muslims, a fact that Huntington, who wrote the book on the Clash of Civilizations, didn't appreciate. And earlier, America intervened in Kuwait to hold off Saddam Hussein. And today, Britain, France, and America are investing billions of dollars and sending ground troops and building Air Force bases to fight Boko Haram in Nigeria and local versions of radical Islamists in Niger. Likewise in Asia, smaller states have sought alliance with America to protect them from China. In this connection, I would observe that the primary actors in the recent history are not civilizations, but individual states. And that most wars in the 20th century, continuing into the 21st century, are regarding states, not civilizations. World War I and World War II in Europe, and since the wars between Iran and Iraq, Iraq and Kuwait, and now between Iran and Saudi Arabia, are examples in the Muslim world of this fact. Then, too, the protests of the Arab Spring point against the thesis of the clash of civilizations. In this central happening in the Muslim world, young Arabs and Egyptians took to the streets to demand the universal rights that go along with political freedom, the respect of human rights and the rights of women, and the introduction of democracy against these corrupt and autocratic regimes. These values were as central to the protesters in Tunis and Cairo as the Americans and citizens of the European Union. And they were, and don't let us forget, central to Iran in 2009 in the emergent Green Movement and the demand for civil rights. In all of these locations, there is a demand for dignity that is universal. These values appear to be, in light of these events, global aspirations, which is to say, and it is important to say, that non-Western cultures are capable of adopting and promoting liberal values. In this context, it is apposite to specifically mention that 3 autocratic governments were toppled in the wake of these events: that of Ben Ali in Tunisia, that of Mubarak in Egypt, and that of Gaddafi in Libya. Also in Jordan and Morocco, King Abdullah and King Mohammed VI introduced significantly social and political reforms among liberal lines. Thirdly, and of crucial significance, it must be clearly understood that Holocaust education
and all that it implies is not a solely Jewish concern. Holocaust denial and trivialization, along with other forms of racism, xenophobia, and prejudice, demand a response from all governments and all individual citizens, whatever national state they belong to, or whatever religious community they are members of. The Holocaust and its aftermath raised the crucial issue of human rights, of human dignity, concepts that all nations of the world have, as already noted, agreed to support consistent with their membership in the United Nations. The various UN declarations that bear on this issue are, taken together, one of the consequences of the Holocaust. These conventions, plus the 1984 Convention on Torture, bind all members of the international community. And very importantly, they require all UN members to defend these principles universally. It is relevant to recall that Abdul Salam Karman, the Yemeni Nobel Prize winner in 2011, observed in her Nobel acceptance speech that the Arab uprising was the result of, quote, the people deciding to break free and walk in the footsteps of civilized free people of the world. And she said of the widespread political upheaval that it conforms and seeks to establish, quote, the charters of international human rights, peace, human coexistence, fight against corruption and organized crime, the war on terrorism and resistance to violence, extremism and dictatorship. This is the language of universal moral and political concern. So in conclusion, let me just say that the considerations that now exist, the confrontations that now exist in Europe and more generally between the Muslim and non-Muslim world are problematic for both sides. The Holocaust can be a fundamental bridge for overcoming the problematic because it concerns absolutely basic meta-civilizational realities. The Holocaust should serve as a warning to all civilizations. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Conseil de Sa Majesté, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci de cette invitation à cette table ronde essentielle qui intervient, me semble-t-il, à un moment doublement significatif qui ont été rappelés. Le séminaire commence le 11 décembre. Hier, la communauté internationale fêtait le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre. Et cela a été rappelé par M. Bernard Kouchner. Et en même temps, nous sommes à Marrakech au lendemain de l'adoption d'un pacte global sur l'immigration, sur les circulations humaines. Et c'est donc à partir de cela, et dans la suite de ce que le professeur Casse vient de dire, je vais essayer de refaire un petit retour en histoire pour voir quel est le lien entre la question de l'Holocauste et la question des droits de l'homme. Vous me permettrez d'abord de commencer par lire 3 paragraphes du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, me semble-t-il, résonnent de manière forte aujourd'hui dans nos débats. Les 2 premiers paragraphes de ce préambule, qui en compte 8, et les 2 premiers paragraphes disent ceci, et je cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Deuxième alinéa, « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie, la référence est claire à la Deuxième Guerre mondiale et à l'Holocauste. Considérons donc que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Ce sont les 2 premiers préambules. Et après plusieurs autres préambules, on arrive au dernier alinéa de ce préambule qui dit ce qui suit. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et de toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent
et là il y a deux termes importants qui résonneraient aussi aujourd'hui, donc que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application, etc., etc. Donc nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec, à mon avis, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais surtout l'amorce d'un grand mouvement universel qu'il s'agit de réfléchir et sur lequel il s'agit de réfléchir pour voir quelles leçons on peut en tirer aujourd'hui pour les objectifs de ce séminaire. Alors ce qui est extraordinaire, et ça a été dit aussi rapidement, depuis ce jour-là, il y a, premier élément, l'expansion extraordinaire du droit international des droits de l'homme. Depuis ce jour, donc de manière permanente, il y a un mouvement universel d'extension du droit international des droits de l'homme, et ce mouvement continue aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a en même temps, et cela a été dit, c'était un peu en filigrane dans plusieurs interventions, il y a plusieurs motifs d'inquiétude, mais en même temps il y a des motifs d'espoir. Parce que le travail d'élaboration, d'extension, d'expansion du droit international continue. En ce moment, pendant que nous parlons, 2 traités internationaux contraignants, pas comme le pacte, contraignants, sont en train d'être négociés. Un traité sur les entreprises et les droits de l'homme, parce que les entreprises continuent à échapper aux droits de l'homme. Donc il y a un traité en négociation à Genève et un autre traité sur les personnes âgées. Au moment où une bonne partie de la population devient et de l'espérance de vie amène dans la société des personnes âgées, il n'y avait pas de traité sur les personnes âgées. Et donc, il y a cette expansion. Deuxième élément important, c'est l'expansion du système international des droits de l'homme. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'organes qui s'occupent internationaux, les Nations Unies viennent de se retirer, les États-Unis, pardon, viennent de se retirer du Conseil des droits de l'homme. Mais le Conseil des droits de l'homme est une instance qui joue un rôle important. La Commission, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, il y a aujourd'hui 56 organes de traités, procédures spéciales des Nations Unies. Il y a une administration internationale. Elle peut être parfois critiquée et elle peut être critiquable, mais néanmoins, en permanence, cette administration des droits de l'homme existe et joue un rôle important. Il y a récemment, aujourd'hui, si vous ouvrez 2 grandes chaînes satellitaires arabes, que je ne citerai pas, elles sont en train de se bagarrer sur un dernier rapport d'un rapporteur spécial des Nations Unies sur le Yémen. Et ce rapport, d'ailleurs l'auteur de ce rapport arrive aujourd'hui même au Maroc, c'est mon ami Kamel Jendoubi. Ce rapport, un petit rapport, a fait beaucoup de bruit et on voit la mobilisation pour ou contre sur 2 chaînes satellitaires. C'est un petit exemple. Troisième élément qui me semble essentiel, qui est un motif d'espoir relatif, c'est la globalisation des droits de l'homme. Tout à l'heure, on posait la question à Bernard Kouchner sur le Biafra, mais depuis 40 ans, la problématique des droits de l'homme, le slogan des droits de l'homme s'est progressivement répandu dans toutes les sociétés. On a rappelé comment l'universalisme a nourri le printemps arabe. Je dirais de manière un peu plus légèrement différente, professeur Katz, que les droits de l'homme sont présents bien avant le printemps arabe dans cette région du monde. Bien évidemment que le printemps arabe a révélé médiatiquement l'aspiration à la démocratie et aux droits de l'homme qui existait dans cette région, mais on voit bien par plusieurs signaux qu'il y avait ce processus d'universalisation des droits de l'homme. Un moment important dans ce processus, c'est 1993, la première grande conférence à Vienne planétaire sur les droits de l'homme, la grande conférence de Vienne. Et après, on a eu toute une série de conférences, par exemple, la conférence de Beijing sur les droits des femmes, etc., etc. Et donc, il y a une conscience universelle aujourd'hui qui est vigilante et qui en permanence, on ne peut plus dire aujourd'hui que tel malheur ou tel malheur de l'humanité ne nous concerne plus. Alors, bien évidemment, c'est universel. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont devenus un facteur important des relations internationales. Mais en même temps, cette universalisation est contestée. Nous savons que dans les pays musulmans, dans les pays asiatiques,
Il y a aujourd'hui en Afrique, à l'Union africaine, il y a un débat sur les valeurs africaines et les valeurs des droits de l'homme, en ce moment même, lorsqu'on discute de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je pourrais l'illustrer dans la discussion. Donc il y a une contestation de l'universalisme, mais en même temps une expansion de l'universalisme. Ce qui est grave en revanche, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que la contestation de l'universalisme ne se fait plus simplement dans le sud de notre planète, mais aussi dans le nord. C'est-à-dire, pourquoi le pacte, et là je ferai une petite parenthèse, pourquoi le fait de se retirer, de refuser de signer le pacte est révélateur? C'est parce qu'en fait, le pacte n'est pas contraignant. On peut l'adopter et puis, bon, avoir une politique nationale. Le pacte répète plus de 20 fois la souveraineté des États. Ce pacte n'oblige aucun État à adopter une politique différente de celle qu'il adopte maintenant, en Italie, au Hongrie ou aux États-Unis. Donc, mais ce qui est derrière là, c'est l'idée de dire « je ne veux pas considérer tous les êtres humains comme égaux. Je ne veux pas appliquer l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. » Et c'est ça qui est, à mon avis, grave dans dans cette signature, dans ce refus de signature. Alors, dernier élément, si vous voulez, à mon avis, de cet optimisme relatif, je dis bien. Il y a d'évidence, comme souligné tout à l'heure Bernard Kouchner, des dangers qui guettent les droits de l'homme, mais je serais plus légèrement, là aussi, je ne parlerai pas d'agonie, monsieur le ministre, je parlerai de grandes difficultés. C'est l'émergence des acteurs non étatiques, de la société civile. C'est là où le Biafra est important. Ce qui a été fait au Biafra, et depuis, de plus en plus, à côté des États, il y a d'autres acteurs qui disent « moi aussi j'ai mon mot à dire sur les droits de l'homme, sur la souffrance de mes frères humains. Je suis comptable et responsable de ce qui leur arrive. Je ne peux pas rester indifférent à ce qui arrive à tous mes frères humains, quelle que soit leur religion, leur couleur, leurs conditions sociales, etc. » Et c'est cette conscience humaine aujourd'hui qui n'arrête pas de se développer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes les entraves faites à la société civile, et il y en a, aujourd'hui, c'est devenu un acteur incontournable. Il n'y a plus de conférence internationale des États sans qu'il y ait une conférence parallèle des acteurs de la société civile. À Marrakech, par exemple, aujourd'hui. Les Nations Unies ne peuvent plus organiser une conférence sans qu'il y ait une conférence de la société civile. Et donc, c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, revenir à l'universalisme, à l'histoire de la constitution des droits de l'homme, c'est aussi, d'une certaine manière, garder dans notre mémoire en permanence le souvenir des victimes de l'Holocauste. Enseigner les droits de l'homme doit être fait de manière parallèle avec l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste, parce que, comme ça a été dit, encore par M. Friedman, mais d'autres intervenants auparavant, aujourd'hui, être fidèle à ce souvenir des victimes de l'Holocauste, c'est aussi se révolter aujourd'hui face à tous les méfaits, face à toutes les atteintes à la dignité humaine. Elles sont très nombreuses. Elles sont de plus en plus. Depuis l'Holocauste, on a inventé des types de violations, absolument, l'utilisation, par exemple, des enfants de manière systématique dans les conflits, l'utilisation du viol comme arme de guerre, etc., etc. Donc voilà, c'est ce double. La Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits de l'homme sont nés de cet affront à l'humanité qui a été l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale, et en même temps, il y a encore aujourd'hui d'autres affronts de diverses natures qui doivent susciter notre révolte et notre indignation. Je vous remercie. Merci les amis. Maintenant, je donne la parole à Madame Elisabeth Moulin. Thank you very much. I will be brief. Time is short now. I have been to Rwanda in the aftermath of the genocide. I met in Kigali a young girl. She was about 10 years old. And she was living outside of Kigali along a banana field with their siblings. In Rwanda at that time, more than 300,000 children lived only on their own. Means the parents were murdered, were lost,
and they had no opportunity to get access to a home, to education, to medical care. I remember well, I discussed with this small girl, about 10 years old, her situation. And she told me, you know, I lost one of my siblings, the third one, because she was ill and I did not know where to go. She was 10 years old. And of course, she took all the responsibility for her siblings. And we all failed because we let this situation go. This girl was in this field, this banana field. I was asking her, do you have a dream? And she told me, yes, I do have a dream. I would like to become the Rwandan, the beauty king of Rwanda. And then I realized this small girl has exactly the same dream as Swiss children dreams. And that is the learnings of the history I do have. Because this child told me, every child is a child. Every child counts, and every child is equal. There is no ethnic, is no religious group who is more important than others. And this concept, as mentioned already, is an underlying principle of human rights, and with regard to children, of children's rights. And children's rights are stipulated in the Convention on the Rights of the Child. And there the overarching principles of these conventions are dignity, respect, non-discrimination, the right to development, to participate, and for us, we have the duty to act in the best interest of the child. The lessons of history may prevent us for cultural clash, but without teaching children about their rights and subsequently about the rights of the others is a requirement which is needed. Education is, as we already heard, is knowledge and understanding. Understanding the pattern of historical events, building historical awareness, and trying to understand today's political, cultural, religious context, but also understand the pattern of tradition and social norms in order to act meaningful. The Convention on the Rights of the Child, to me, is an answer against discrimination, for human dignity, for respect, for child participation, because children are agents of change, and we all hope for the better of the world. If we don't accept children be part of society, if you don't listen to them, we will fail. Because this world is the world of the today's children. And these children are all born, and we have the duty to educate them in a meaningful way. We have to allow the children to grow up in freedom. And the Convention also carries out a paradigm shift, which says children are no longer objects, they are subjects. Neither parents nor the state owns the child. The child belongs himself. And education is first and foremost about knowledge and understanding, facts, analyzing them, finding the underlying structures and patterns, transferring them to their own lives, and acting on the basis of the today's world.
Therefore, teaching is challenging for all of us. And it doesn't start at school. It starts at home. Because teaching is something which leads to a qualitative education. And every single child of this world has the right to a qualitative education. And if we don't give it to them, we fail. We as adults fail. We as international community fail. And that can't be the answer for a young child like the 10-year-old girl in Rwanda. Thank you. Well, I think we have the last one. It's you, Dominique. Merci beaucoup, Rachid. Je voudrais saluer moi aussi les personnalités qui sont ici et également les jeunes Marocains qui sont au fond de la salle, parce que je sais que ces personnalités n'aimeraient pas qu'on oublie de saluer ces jeunes. Et nous sommes là pour eux, et donc je voudrais les saluer et essayer d'être bref, évidemment. Le 21 octobre dernier, une délégation d'Aladin, conduite par Abe et en présence de différentes personnalités juives et musulmanes, s'est rendue à Berlin pour discuter une journée entière dans un séminaire de la fondation Konrad Adenauer. Moshe Levin était là, de même que l'imam d'Evry, par exemple, ou différentes personnalités. Et nous avons discuté de quoi? De l'intégration des immigrés dans nos deux pays, France et Allemagne, c'est-à-dire de l'intégration d'étrangers qui sont en majorité aujourd'hui des musulmans. Pourquoi cette discussion était possible entre Français et Allemands? Pourquoi elle est difficile? Et pourquoi les leçons d'histoire sont nécessaires pour surmonter ces difficultés? C'est les trois choses que je voudrais simplement évoquer. Pourquoi cette discussion était possible entre Français et Allemands? À cause de ce qu'on a construit comme amitié entre les deux pays. Entre 1645 et 1945, il y avait eu entre la France et l'Allemagne 23 guerres. 23 guerres. Et nous avons mis fin, je pense qu'on peut le dire, espérons-le définitivement, à ce cycle. Nous avons mis fin à ce cycle, d'abord parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des gens en France qui ont tendu la main aux Allemands, quand l'Allemagne n'était même pas un pays souverain, en 1945. Ces Français se sont rappelés que sur ces 23 guerres, bien sûr les 3 dernières étaient des guerres qui ont beaucoup marqué les Français, des agressions venues de l'Est, mais sur ces 23 guerres, 16 se sont déroulées intégralement sur le territoire des Allemands. Et donc, un certain nombre de Français, dont Joseph Provan, qui était un Allemand d'origine, d'une famille juive, un grand historien qui a participé à la résistance française, ont proposé de faire une relation franco-allemande basée sur l'égalité. La France faisait partie du camp des vainqueurs, mais ils ont dit aux Français, vous devez bâtir une relation d'égalité. Ne pensez pas à l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui, mais à l'Allemagne telle qu'elle sera dans 30 ans, dans 50 ans, pour en faire une amie. Et c'est ensemble que les deux pays ont décidé en 1950 de construire l'Europe par le fameux appel du 9 mai 1950 qui contenait cette idée d'égalité franco-allemande à une époque où elle était très difficile à accepter en France. Et ce sont de grands résistants, comme Henri Freinet par exemple, qui se levaient pour dire, quand certains Français s'excitaient contre l'Allemagne, eh bien que c'était là la voie à suivre. Ensuite, le général de Gaulle a apporté sa pierre, que l'on connaît. Il a fait une grande tournée en Allemagne en 1962. Il a prononcé 14 discours, intégralement en allemand, et ça a créé une grande émotion en Allemagne quand il saluait devant la jeunesse allemande le peuple allemand. C'est donc ça un petit peu qui nous permet de travailler entre Français et Allemands et d'adresser le problème que signalait Samuel Pisar, qui est l'enchaînement du nationalisme et du racisme. Il faut bien comprendre cet enchaînement. Le nationalisme n'est pas un racisme.
C'est simplement une forme de patriotisme dévoyé qui, au lieu de privilégier l'amour des siens, cultive la haine des autres. Donc le nationalisme, c'est cela, c'est pas un racisme, mais il crée les conditions du racisme par l'aveuglement, l'excitation, et typiquement, si Hitler a pu s'emparer du pouvoir en Allemagne, c'est dans un contexte d'excitation nationaliste, dont l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes, était l'erreur commise, y compris par la France, en 1919, d'humilier l'Allemagne par le fameux diktat du traité de Versailles, qui était vraiment un diktat. C'est-à-dire qu'on a dit aux Allemands, après la Première Guerre mondiale, vous sortez de la salle, on négocie la paix, et vous rentrez, on vous dit quelles sont les conditions de la paix. Et ça, c'était l'un des arguments utilisés par Hitler dans sa conquête du pouvoir. Donc, je pense que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, le fait que la France et l'Allemagne se soient réconciliées, et surtout ait créé cette réalité durable, toujours imparfaite, mais durable qu'est l'Union européenne, permet aujourd'hui d'avoir ce type de dialogue, et c'est l'une des premières leçons d'histoire. Alors c'est pour ça qu'Aladin veut travailler avec la partie allemande sur ces problématiques, sachant qu'il y a une grande difficulté entre les deux pays, qu'il ne faut pas se dissimuler, c'est que le rapport à la religion est radicalement différent en France et en Allemagne. En France, dans notre histoire, c'est la laïcité qui a permis le pluralisme religieux. C'est la laïcité qui garantit, d'abord aux protestants, ensuite aux juifs, aujourd'hui aux musulmans, que la religion majoritaire en France ne va pas imposer sa loi aux autres religions. C'est la laïcité. Les Allemands n'ont pas du tout la même tradition. Chez eux, c'est au contraire le soutien de l'État à toutes les religions qui était entraîné par la Renaissance allemande et par le fait qu'en Allemagne, deux religions au sein du christianisme se sont affirmées, ont reçu les mêmes types de prérogatives, le catholicisme et le protestantisme, qui fait qu'en Allemagne aujourd'hui, il y a un impôt de l'Église, Kirchensteuer, qui bénéficie aux catholiques et aux protestants, selon ce que les Allemands déclarent comme religion, et auquel, aujourd'hui, la religion juive est associée. Et donc c'est à partir de ce cadre et d'un certain nombre d'instances que la République fédérale d'Allemagne a introduites que se fait le dialogue avec la religion musulmane. En France, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a une inégalité aujourd'hui en France, il faut le dire, c'est pas parce que nous sommes là pour évoquer des victimes de l'Holocauste qu'il faut ne pas évoquer les discriminations dont les musulmans sont victimes. C'est vrai qu'en France, il y a une difficulté parce que les musulmans n'ont pas les lieux de culte qu'ont les autres religions. Alors l'État ne finance pas les églises catholiques, mais il a financé les églises catholiques. Et donc il y a une inégalité qui est très difficile à gérer pour la France, parce que l'idée d'un soutien de l'État à la construction de lieux de culte se heurte au principe de la laïcité. Donc il y a tout un travail à faire, et ce travail, évidemment, dialoguer avec l'Allemagne peut nous y aider. Et pour surmonter ces leçons d'histoire, je voudrais citer un penseur prussien qui s'appelle Christian Wilhelm Dohm, qui, au XVIIIe siècle, a décortiqué les causes de l'anti-judaïsme. Vous savez qu'il existe dans l'histoire de l'antisémitisme européen deux âges. Il y a l'âge qu'on connaît, qui est l'âge qui a conduit à la catastrophe du Troisième Reich, qui est l'antisémitisme moderne d'après l'émancipation des Juifs, quand les Juifs avaient pris une place dans la société grâce à leur talent, grâce à l'éducation des enfants, qui ont créé des jalousies et contribué à alimenter, à permettre aux antisémites de se faire leur chemin. Mais avant cela, les Juifs étaient, avant le XVIIIe siècle, étaient complètement en bas de la société, parce qu'on leur avait interdit, à la plupart des activités économiques, de posséder la terre, et donc ils étaient souvent dans des petits métiers. Ils étaient brocanteurs, ils étaient colporteurs, ils étaient souvent au banc de la société, et il y avait un anti-judaïsme avant le XVIIIe siècle qui était un anti-judaïsme au fond de mépris pour la pauvreté des Juifs errants. Et Monsieur Wilhelm Dohm a
décortiquer cet anti-judaïsme en montrant que ce n'était pas du tout les juifs qui étaient en cause, mais les conditions qu'on leur avait faites. Et donc je voulais le citer parce que c'est un bon exemple qui fait écho au mandat que André Azoulay a souvent rappelé pour Aladin, qui est de montrer comment juifs et musulmans peuvent combattre ensemble contre les discriminations et pour la tolérance. Je trouve que ce penseur prussien nous a montré une voie intéressante qui est eh bien, de rappeler que l'ennemi est le même et que la méthode est la même, qui est de rappeler que chaque être humain dépend aussi des conditions qu'on lui fait. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de cette session. On a respecté l'heure, il reste même encore 8 minutes d'après ma montre. Ça me permet donc de faire une petite conclusion qui me semble très importante avec ces apports extrêmement riches qui me sont venus de tous les intervenants. Tout d'abord pour revenir à la question posée, qui est celle d'enseigner les leçons de l'histoire et voir comment est-ce que l'Holocauste peut contribuer justement à faire de nous, en quelque sorte, des femmes et des hommes meilleurs. Alors, je crois que la tâche est très difficile, mais peut-être il faut décortiquer la question. Parce que d'abord, on parle de leçons et pas d'enseignement d'histoire. Ce sont des choses différentes. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est ce mot enseignement. Parce que, en vous écoutant tous, mais peut-être auparavant, à partir d'autres expériences, si l'on veut, en quelque sorte, transmettre cette connaissance et en faire justement un agent de changement éventuellement, il ne suffit pas de raconter, il ne suffit pas de dire. Parce que ce que je ressens personnellement, c'est qu'en absence d'émotion, il n'y a pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Et on peut se poser la question suivante, est-ce que dans une salle de classe, avec un enseignant qui est chargé d'un cours, qui lui est dicté par un programme, est-ce qu'il peut y avoir une émotion? La question est posée. Vous pouvez 1 sur 1000 peut-être, qui eux pourront peut-être apporter cette émotion quand ils parleront de choses qui ressemblent à ça, mais certainement pas les milliers, les centaines de milliers d'enseignants qui enseignent l'histoire ou autre chose. Donc ça pose cette question de la relation entre celui qui va en quelque sorte apporter ce message et la manière dont il va le faire. Et ça, c'est important. Ça pose automatiquement une autre question. Est-ce que c'est dans les salles de classe? Je crois qu'on a parlé des parents, où ça devait commencer. Ça veut dire que déjà la sensibilisation des parents. Mais en plus, est-ce que c'est dans les salles de classe, dans quelque chose de normé, qui à la fin aboutit pour l'enfant à une note et un jugement? Moi, je dis non. Moi, je dis oui. Donc, vous voulez les noter sur le fait, est-ce qu'ils ont appris la leçon ou pas? Ils apprennent leur leçon. Et on le sait tous qu'ils les apprennent, et souvent par cœur. Mais est-ce que ça change? Ah, mais moi je dis oui, parce que si on est négatif à ça, l'école n'a aucun sens. Vous n'avez pas attendu la fin de mon propos. Donc ça aussi c'est une leçon. Non, on peut interrompre. Il faut écouter. On peut interrompre. Bon, je vais donc plus loin. Je pense que pour réussir à introduire justement ces leçons et qu'elles servent à quelque chose, nous avons besoin d'un environnement. Et cet environnement doit être extrêmement riche. Ce n'est pas la salle de classe uniquement. Nous avons besoin de musées. Et on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de ces rencontres avec les différents musées. On a besoin d'espaces qui sont des espaces qui sont reliés peut-être à l'école, mais en même temps indépendants des procédures et des méthodes de l'école. C'est ces espaces d'épanouissement que nous devons avoir pour nos enfants et qui doivent être éparpillés à travers toute la nation. C'est là où ce message, où ce lien, où ce débat peut se faire de manière naturelle sans que l'enfant considère que pour lui, il va apprendre quelque chose qui va lui donner une note, qui va lui permettre de passer un examen, qu'il va réussir. C'est ça tout le changement. Alors à côté de ça, il ne s'agit pas de raconter l'histoire comme on raconte l'histoire des événements. On en a parlé. Il s'agit de fêtes. Et les fêtes, c'est ça qu'il faut poser, les véritables fêtes. Les fêtes, c'est ça qu'il faut discuter. Et il faut les discuter dans leur contexte. Comment ils sont arrivés, vous l'avez très bien fait tout à l'heure, pour dire que le problème de l'Holocauste, les chambres ne sont pas arrivées par elles-mêmes. C'était préparé des dizaines d'années avant. Et c'est ça, je crois, le plus important, c'est le contexte dans lequel les choses se font.
Mais au-delà, et c'est aussi très important, c'est de voir à partir de là comment préparer l'avenir pour que justement ces leçons servent à quelque chose. Ça veut dire accepter le contexte du changement. Ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes enfants qu'il y a après l'Holocauste et ceux qu'il y a eu avant l'Holocauste. Et donc, ce problème, je dirais, de cette dynamique de changement qu'il y a dans l'humanité, eh bien, il faut la prendre en charge. Et aujourd'hui, plus que jamais, est-ce qu'on doit enseigner l'histoire dans un monde où les enfants sont tous collés à leurs tablettes? Il faut que ça soit avec les tablettes. C'est pas avec, il faut que ça soit avec les tablettes. Et il faut que les tablettes s'universalisent aussi. Ça veut dire qu'on a une question d'équité pour leur répartition. Il n'y a pas que les riches qui doivent avoir les tablettes et qui doivent recevoir le message. Comment toucher ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter la tablette? Et par quels moyens? Et comment est-ce qu'on va organiser justement le message à l'intérieur des tablettes? C'est tout, je dirais, ce processus-là qu'il faut imaginer, qu'il faut créer. Et d'un autre côté, je crois qu'on ne peut pas laisser, l'actualité à l'écart de ce que nous faisons. Hier, j'entendais Cohn-Bendit à la télévision, et il a cité quelque chose qui m'a personnellement vraiment frappé, mais qui est extrêmement important. Il a dit, voilà, au moment où nous en parlons, il y a quelques temps, quelques jours, eh bien, l'équipe de Liverpool, eh bien, s'est aperçue qu'il y avait 3 clandestins, migrants, dans le car qui les ramenait à Londres. Et ils ont tout fait pour que ces clandestins puissent traverser la frontière et arriver en Angleterre. Et il dit, en même moment, en France, eh bien, les Gilets jaunes ont arrêté un car dans lequel il y avait des clandestins. Ils les ont livrés à la police. Je crois que c'est un fait qu'il faut méditer. C'est ce que chacun d'entre vous a dit. Qu'est-ce qu'on a retenu? Comment est-ce qu'on se ressent par rapport à l'autre? Comment est-ce qu'on vit cette différence? Comment est-ce qu'on peut arriver à une situation où des gens qui, soi-disant, sont en train de lutter pour une certaine égalité, pour un certain nombre de choses, eh bien, excluent de leurs revendications des gens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas par eux ou parce qu'ils considèrent que ce sont des envahisseurs. Je crois que les choses sont très complexes et méritent, à mon avis, non pas une simple petite discussion comme celle que nous avons, mais je pense qu'il faut qu'on revienne avec peut-être un seul thème, qui serait celui, justement, comment arriver à réussir, justement, porter ce message. Et je terminerai par quelque chose que j'ai vécu personnellement. Très souvent, parce que j'ai eu la chance de vivre avec les jeunes, eh bien, quand on parlait de choses comme celle-là, l'Holocauste, ou d'autres aspects, par exemple, je crois qu'il faut dire les vérités. À un moment, j'ai eu des étudiants qui disaient que au Maroc, il n'y avait jamais eu de juifs, c'est les Français qui les ont emmenés dans leurs valises. C'était une propagande. Mais quand on leur parle, je dirais, de ces 2000 ans, ou 3000 ans de vie juive au Maroc, et qu'on leur apporte des faits, et qu'on démontre, parce que c'est des écrits, non pas par des Marocains, mais par des gens qui ne connaissent pas, des gens qui étaient en Andalousie, et parfois des gens qui venaient de Pologne. Et je crois que le comte Podolski a joué un rôle extraordinaire pour faire connaître l'attitude des Marocains vis-à-vis des Juifs, et comment ils les ont sauvés à chaque fois qu'il y avait des difficultés et qu'il y avait des massacres potentiels. Eh bien, je crois que quand on leur dit ça, ben leur réponse est unanime à chaque fois. Mais pourquoi on ne nous a pas dit ça? Pourquoi on ne nous a pas dit ça? Eh bien, on ne leur a pas dit par ignorance, ou parce qu'on ne voulait pas le dire, ou parce que ce n'était pas considéré comme important par rapport à des événements, ou par rapport à une histoire qu'il faut bien dire est toujours plus ou moins idéologique. Et je crois que cette réflexion-là qu'il faut que nous ayons pour aller plus loin et ne pas nous arrêter à mi-chemin en disant, bon, c'est très bien, on veut aller vers les jeunes, on veut les préparer à être justement des citoyens du monde et non pas des citoyens, je dirais, uniquement de leur pays. Et ça mérite, à mon avis, tout un travail. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant, je voulais dire quand même, remercier une dernière fois
les autorités marocaines pour avoir organisé, je dirais, moralement, intellectuellement et logistiquement cette réunion de dialogue des religions et des cultures. Nous reprendrons, donc là nous allons déjeuner, nous reprendrons à 2h15, un déjeuner d'1 heure, pour la table ronde qui s'appelle « Récit d'héroïsme, ces musulmans qui ont sauvé les Juifs pendant l'Holocauste ». Alors je vais, comme c'est moi qui modère, surtout que je modère cette table ronde, je vais introduire un petit changement, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de discours qui se suivent, parce que je pense qu'il y a un moment où l'esprit sature avec un nombre de discours, et donc je poserai des questions aux différents intervenants, donc je les invite à venir me trouver lors du déjeuner pour savoir la question qu'ils souhaiteraient que je leur pose. Voilà. Et donc, retour à 2h15 dans cette salle.